De nombreuses femmes ont été arrachées à la vie à cause des violences conjugales. Les filles sont exposées aujourd'hui sur les réseaux sociaux et victimes parfois de harcèlement sexuel et bien d'autres maux qui minent notre société. Et pour en parler, aujourd'hui, nous recevons une défenseure des droits de la femme et de la jeune fille. Elle est journaliste, auteure, militante très engagée, je le disais, pour les droits de la femme et de la jeune fille. Elle vit à l'étranger, mais elle a décidé de venir au Cameroun pour mener ce combat avec nous. On reçoit sur le fauteuil de l'invité de la semaine, Karine Mambou. C'est un nom que vous connaissez certainement parce qu'elle a reçu de nombreux prix à l'échelle internationale. L'échange, c'est tout de suite. Karine Mambou, bonjour. Bonjour Lille et merci de nous recevoir. Comment vous allez? Je vais super bien. D'accord. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes Karine Mambou, une auteure, journaliste, entrepreneur, mais surtout militante très engagée pour les droits des femmes et de l'éducation de la jeune fille. Vous êtes la fondatrice de Cat Aid Foundation, mais vous avez également reçu plusieurs prix. Puisque vous êtes auteur de l'ouvrage Ma version des faits, l'histoire d'une vie. Mon féminisme est un humanisme qui revient sur cette approche inclusive et humaniste. S'il y avait un autre pan de vous que les Camerounais ne savent pas, en quelques mots, vous diriez quoi? Que je suis une maman. Voilà. Je suis une maman, je suis très concernée par tout ce qui touche l'humain. Dans l'humanisme, ça fait partie de moi, au-delà peut-être de la femme à fort caractère ou bien que les gens pensent que je suis. Je suis quelqu'un de très fragile, de même timide, si je veux le dire. Et voilà, je suis également étudiante en ce moment. Voilà, je fais politique et droit parce que c'est ma prochaine casquette en termes d'avocature. Et pourquoi vous virez en politique? Parce que si on veut que les choses changent, il faut être à la table des décisions. Vous ne pouvez pas faire des combats et rester en arrière-plan. Il faut être au devant de la scène pour que les lois puissent bouger. Et c'est vous en fait. Et quand on vous regarde, vous êtes journaliste. Quand vous revenez au Cameroun et vous observez la scène médiatique au Cameroun, vous vous dites quoi? On est un tout petit peu choqué parce qu'il y a des émissions que je regarde, il y a des personnes que je vois faire. Je comprends qu'il y a beaucoup de légèreté au fur et à mesure qu'on avance. Les gens ne rentrent pas, ne travaillent plus vraiment le contenu des émissions, des programmes. Les questions qu'on pose par exemple aux invités ne sont pas toujours à la hauteur des attentes. C'est un peu, on fait vite, on quitte quoi. Et puis c'est choquant. Quand on travaillait, on savait qu'il fallait écrire carrément, faire beaucoup de recherches et tout. Et aujourd'hui, on compte les personnes qui font vraiment ces recherches-là. Ouais. Ça vous donne pas envie de revenir? Revenir, on ne part jamais. À la pratique, oui, sérieusement, ça me donne envie de revenir à la pratique. Mais il faut du temps aussi pour revenir parce que lorsqu'on a beaucoup de choses à faire, comme moi, c'est pas évident, mais j'y songe, je pense, et je pense que je vais revenir. Vous êtes également auteur de plusieurs ouvrages. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'écrire? Et avec des thématiques assez parlantes, Ma version des faits, histoire d'une vie, Mon féminisme est un humanisme, c'est toujours des titres qui rappellent à la réflexion. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la vie, ce n'est pas un jeu. Dans la vie, tout n'est pas que blague. Il faut pouvoir apporter une touche pour que le monde soit davantage meilleur. Alors, il y a beaucoup de fléaux, beaucoup de mots qu'on n'utilise pas des mots pour décrire. Et je pense qu'il faut des personnes pour pouvoir le dire de façon sincère, de façon honnête, qu'il y a telle chose qui ne marche pas. Mais bien que les gens ne lisent pas beaucoup, au Cameroun en particulier, on se dit quand même qu'à force de le faire, la menace va finir par prendre. Alors, écrire pour la première fois, ce n'était pas parce que je voulais écrire. C'était un hasard, parce que je voulais juste m'exprimer. Je voulais briser le silence par rapport à un poids que je portais depuis beaucoup d'années. Et finalement, j'ai décidé de me relever. Et en me relevant, je n'arrivais toujours pas, malgré toutes les activités que je faisais, le travail que j'abattais pour pouvoir refouler cette douleur. Je me suis rendu compte que ça ne partait pas complètement. C'est une thérapie? C'était une thérapie. J'ai décidé d'écrire et quand j'ai écrit, j'ai compris que c'était ma thérapie. Et quand j'ai écrit,
j'ai lancé justement Cadet Foundation. Ensemble avec d'autres victimes, on a décidé de devenir des survivantes. Ça a pris de l'ampleur au fur et à mesure qu'on est sur le Ceux qui terrain. n'ont pas eu la chance de vous lire le résumé de cette histoire. En fait, c'est une histoire qui parle du viol infantile en milieu familial et beaucoup le vivent également. Ce n'est pas une histoire de l'Afrique, c'est une histoire mondiale. Et beaucoup de personnes qui sont violées, ils sont violés par des personnes qui vous connaissent. Donc un étranger, pour qu'il vous viole, il faut une certaine circonstance. Donc les statistiques le disent. Près de 75%, c'est en milieu familial, c'est des personnes qui vous connaissent superbement bien. Alors quand je l'ai fait, je l'ai fait comme ça parce que je ne savais pas l'impact en fait que ça allait avoir sur les autres. Mais au fur et à mesure que j'en parle, il y a beaucoup de femmes qui délient les langues et qui se disent mais moi aussi j'ai subi ceci, c'était pareil, etc. Et donc quand j'ai lancé l'organisation non gouvernementale Cadet Foundation, il y a donc des femmes dans d'autres pays d'Afrique et d'Europe qui ont dit on porte le projet. Et c'est pour ça que Cadet Foundation est dans plusieurs pays, notamment le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso. Est-ce que le fait d'écrire a soigné la douleur que vous ressentez en tant que victime? Oui, ça soigné. Ici, aujourd'hui, je peux écrire le féminisme est un humanisme où je dis carrément que le combat féministe, ce n'est pas un combat contre les hommes, mais c'est un combat de restitution des droits des femmes et que les femmes devraient travailler par alliance avec les hommes pour avancer. Ça veut dire que j'ai complètement guéri. Vous êtes féministe? Humaniste. Parce qu'aujourd'hui, on tire un peu sur les femmes qui parlent de féminisme, Voilà. Comme si c'était des femmes qui voulaient aller au-delà des hommes et s'affirmer. Oui, parce qu'il y a des femmes qui n'ont pas compris le vrai combat du féminisme. Le féminisme n'est pas un combat contre les hommes, c'est un combat pour dire remettez-nous ce que vous nous avez pris. C'est un combat qui dit la femme ne devrait pas être reléguée en second plan comme vous le faites. C'est un combat qui dit on veut l'équité, on veut qu'on nous donne de la valeur, on veut qu'on nous laisse faire ce que nous avons l'opportunité de faire et qu'on nous juge sur nos compétences et non sur notre physique. C'est ça le combat du féminisme. Alors si on parle d'un féminisme dans ce sens-là, il est plus juste. Et si on ajoute à cela l'humanisme qui dit qu'il faut mettre l'être humain au centre de nos préoccupations, ça veut dire qu'on parle de dignité, on parle de respect des valeurs. Alors vous ne pouvez pas défendre ou bien vouloir qu'on vous restitue vos droits, qu'on vous respecte et vous ne faites pas pareil. C'est un peu l'ambiguïté et pour recentrer le débat, parce que justement j'ai ce retour, quand vous êtes un peu à fort caractère, encore qu'il faut définir fort caractère et impolitesse, parce qu'il y a des femmes impolies qui pensent qu'elles sont fortes de caractère. Quand on leur demande, elles disent qu'elles sont féministes. Non, l'impolitesse ce n'est pas du féminisme. Fort caractère est une chose et l'impolitesse en est une autre. Alors il fallait recentrer le débat pour dire, si vous ne voulez pas qu'on vous gifle, ne giflez pas les autres. Soyons humains, revendiquons juste ce qui est de droit, mais n'abusons pas des autres. D'accord. Caril, vous êtes ambassadrice de l'Union africaine, CFA, plaidant pour l'éducation de la fille, des filles en zone francophone. Quel est l'état des lieux actuellement pour ce qui est de l'éducation de la jeune fille? Parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de pays où la jeune fille subit certains fléaux comme le mariage précoce, comme le viol, comme le harcèlement. Et vous qui êtes ambassadrice, est-ce que vous avez fait le même constat? Oui, bien sûr, on a fait le même constat et on est aussi ravis de voir que depuis qu'on a lancé la campagne Afrique Educatera, d'abord la campagne qui s'aligne avec l'agenda 2063 de l'Union africaine, beaucoup de choses sont en train d'être faites, même si beaucoup reste aussi à faire. On a lancé la campagne, on est dans beaucoup plus de zones rurales et on essaye tant bien que mal d'inclure surtout les chefs traditionnels parce que vous savez, lorsqu'un chef traditionnel adopte ou comprend le combat, la communauté le comprend facilement, le porte également. Donc c'est un peu la stratégie qu'on est en train d'adopter en ce moment, de travailler avec tout le monde, les chefs traditionnels, les Est-ce que c'est facile? Parce qu'il y a un problème de culture assez poussé. Ce n'est pas facile du tout, surtout lorsqu'on parlait de la communauté musulmane où l'excision encore de cette partie-là existe, les mutilations génitales. Il y a le protocole de Maputo qui avait été signé. Il y en a qui ne prennent pas toujours cela en compte, mais on ne peut pas s'arrêter, c'est un combat permanent. On se doit de leur démontrer que la femme aussi a le droit de faire ci ou cela. Vous ne devriez pas l'empêcher d'avoir des plaisirs parce que la tradition, etc. L'importance de l'éducation de la jeune fille, par exemple, c'est pas une force, c'est juste une communication fluide qui leur fait comprendre en réalité les conséquences néfastes que l'enfant, la jeune fille peut avoir à l'avenir. Et leur démontrer que lorsque vous jetez votre dévolu seulement sur le garçon pour qu'il soit éduqué, par exemple, demain dans un foyer, il n'y a pas cet équilibre.
Parce que si le monsieur qui a l'habitude de donner tour à la maison sort un matin, il ne revient plus jamais parce qu'il est décédé, comment est-ce que la jeune fille qui est là va faire? Mais quand vous regardez cette jeune fille-là aujourd'hui, il y a beaucoup de manquements en termes d'éducation et avec l'avènement des réseaux sociaux, ça devient plus grave. Vous voyez cette jeune fille-là qui passe la journée à s'exposer sur les réseaux sociaux, TikTok, Snapchat et tout, et qui ne prend plus en compte l'éducation et les valeurs de la société ou bien des valeurs familiales. Donc du coup, il faudrait peut-être repenser l'éducation de la jeune fille avec l'avènement des réseaux sociaux. Oui, il faut repenser, mais il faut aussi mettre les parents devant leurs responsabilités parce qu'il y a beaucoup de parents démissionnaires. Vous ne pouvez pas avoir une jeune fille à la maison, vous ne contrôlez pas ce que l'enfant fait, l'enfant passe le temps à être sur les réseaux sociaux, pourtant il y a une éducation qui doit être faite, menée. Donc ce n'est pas un combat de seulement externe, c'est le parent d'abord, comment est-ce que tu fais pour diriger ton enfant à la maison et puis les autres organisations pourront venir prendre le relais. Les enfants têtus qu'on a, vous avez des filles qui à la maison, elles sont tellement dociles, mais dès qu'elles sortent là, elles ont des vêtements dans le sac, elles se retrouvent avec des téléphones que le parent n'est même pas au courant qu'elle a un iPhone, je ne sais pas combien. Mais ça, c'est un parent démissionnaire. Parce que vous ne pouvez pas vivre avec un enfant à la maison et vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe. C'est ce que j'appelle parent démissionnaire. Élever un enfant, ce n'est pas lui donner à manger ou bien payer ses études. Non, élever un enfant, c'est d'être présent. C'est-à-dire que savoir ce que l'enfant fait, être capable de retourner sa chambre quand l'enfant n'est pas là, d'aller à l'école, causer avec ses professeurs et tout, pour voir comment l'enfant arrive. Est-ce que l'enfant arrive à l'heure à l'école? S'il n'arrive pas, quel est le problème? Est-ce que l'enfant a des heures d'absence? Il faut contrôler l'enfant en fait. Quand l'enfant revient le soir, il faut être présent pour savoir comment était ta journée, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait, etc. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Tout le monde est pressé pour aller chercher de l'argent et on oublie que l'argent qu'on cherche, c'est pour nos enfants. Et après, ce qui arrive, arrive. L'enfant a des téléphones dans la maison, ce n'est pas toi le parent qui a acheté et tu ne te déranges pas, mais il y a un problème. Vous ne pouvez pas avoir 16 ans ou 17 ans, avoir des longues mèches brésiliennes qui frôlent le sol et vos parents ne disent rien du tout. Mais il y a un problème. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a des parents démissionnaires. Alors les parents qui ne sont pas démissionnaires, on voit quand même qu'il n'y a pas... C'est la société qui éduque. Hein? La société éduque parce que nous aussi, d'abord, on a lâché la main. Si tu n'as pas la main mise sur ton enfant, la société va se charger de le faire. C'est pour ça que pour l'éviter, il faut d'abord que toi-même, tu fasses ta part. C'est vrai qu'il n'y a pas de formule magique pour élever un enfant. Mais il faut d'abord te rassurer que tu essaies de faire ce qu'il y a lieu de faire pour que les choses puissent changer. Et vous vous positionnez aujourd'hui également comme une militante engagée pour la protection des droits de la femme. Le 8 mars dernier, c'est le jour où on a eu le plus de problèmes avec des femmes battues, des cas de féminicide, de janvier à mars. Aujourd'hui, les chiffres sont effroyables. Vous dites quoi? La femme n'a pas compris qu'elle a des droits et qu'elle a des devoirs au point où on arrive en 2025 avec des femmes qui sont maltraitées dans les foyers, qui subissent pendant 15 ans des violences sans rien dire et arrivent à perdre leur vie même. Oui, il y a quand même encore une bonne poignée de femmes qui n'ont pas encore compris leurs droits. Il y a une bonne poignée de femmes qui n'ont pas encore compris qu'elles devraient se choisir. Il y a une bonne poignée de femmes qui ont compris qu'elles devraient aussi un peu être égoïstes de temps en temps. Et puis, il y a l'avènement aussi du manque d'éducation à la base sur certains points. Parce que l'éducation, elle est formelle et non formelle. Il y a des femmes qui ne savent pas, qui se disent qu'elles ne peuvent exister que par rapport à un homme. Ce sont des concessions qu'elles se font dans leur tête. Et la société aussi leur met tellement la pression en disant si tu es une femme célibataire à tel âge, ça veut dire que tu as raté ta vie. C'est des petites choses qu'il faut de temps en temps. Le 8 mars, par exemple, c'est une journée où les femmes devraient se dire alors quel est le bilan? Il y a des féminicides. Comment est-ce qu'on fait, nous, à notre niveau, pour réduire ces féminicides? Quelles en sont les causes et comment on fait pour y remédier? Les femmes qui vivent, par exemple, de contrôle coercitif, parce que le contrôle coercitif, c'est la plus grosse forme de violence parce que ça ne se voit pas physiquement. Et beaucoup de femmes en souffrent parce qu'il y a des hommes qui sont tellement techniques à le faire. Il y a aussi des femmes qui le font aux hommes. Mais il faut pouvoir être capable de s'ouvrir à quelqu'un et de se laisser aider. Ce n'est pas évident de parler parce que si vous ouvrez la bouche à votre ami, votre frère, parfois on parle même dans la famille que non, le mariage c'est supporté. Vraiment, même s'il fait n'importe quoi, baisse la tête, même si c'est tes gifles, ne dis rien. Supporte seulement. Tu as les enfants, au nom des enfants, il faut supporter. Oui, on ne supporte pas au point de laisser sa vie. Et il faut supporter, mais pas au point de laisser sa vie. Le mariage, à la base, c'est un sacrifice. C'est-à-dire que vous vous sacrifiez parce que vous voulez donner du sien pour rendre l'autre personne heureuse. Ça, c'est à la base. Mais quand vous le faites avec amour, vous le faites avec fierté. Vous ne le faites pas pour souffrir. Vous le faites parce que, en principe, vous devriez
créer un environnement assez sain et adorable avec la personne que vous avez choisie. Mais maintenant, si ça tourne mal, il faut partir. Et que vous essayez d'arranger, vous n'avez pas besoin. On dit que partir, c'est pas évident de partir. Hein? C'est pas évident de partir parce que la personne n'a pas compris qu'elle a des valeurs. Il faut éduquer la femme à avoir confiance en soi. Au nom des enfants, on va rester. Si on est divorcé, c'est pas bien pour les enfants. Les enfants resteront toujours. Donc, alors, il faut éduquer la femme sur la confiance en soi, sur son développement personnel, sur son indépendance à elle. Et l'indépendance, ce n'est pas seulement financière. C'est-à-dire être capable de savoir que j'ai des valeurs. Je peux faire ci pour être épanouie. Je peux être heureuse toute seule. Parce que si vous, déjà, vous ne vous aimez pas, vous n'êtes pas heureuse toute seule, ce n'est pas l'autre qui viendra vous rendre heureux. Et beaucoup de femmes aujourd'hui ont ce genre de problème. Et ça fait en sorte qu'il y a des hommes qui les manipulent en leur disant « tu ne peux exister que par rapport à moi ». Et là, c'est difficile de partir. Parce que dans sa tête, dans son subconscient, elle arrive à croire que lui, c'est l'homme-là qui me définit. Je prends le cas, par exemple, des jeunes filles quand je soutiens, qui sont violées par leurs propres parents, leur propre père avec la complicité de leur mère. Vous dites, vous voulez porter plainte, c'est la maman qui vous dit non, vous ne pouvez pas porter plainte parce que si vous portez plainte, qui va continuer à payer les études, qui va donner à manger à la maison? Pourtant, c'est une vie brisée. C'est une vie brisée. Vous voyez la mentalité? Comment est-ce qu'on fait? Une fille qui a été violée par son propre père et une maman qui défend le mari parce qu'on doit pouvoir manger, il y a un problème criard. Et c'est un problème de quoi? D'éducation, parce que ça on parle de la pauvreté mentale et même pas financière. Parce que cette femme n'a pas compris qu'elle a des mains, elle a des pieds, elle peut faire, même si c'est des petits commerces, et tout pour survivre et encadrer son enfant pour que son enfant soit heureux. Mais elle préfère se laisser aller dans les mains d'un bourreau qui n'a rien à foutre avec l'avenir de cet enfant pour le simple prétexte qu'il paye les études, etc. Mais au fur et à mesure que le temps passe, Karine, la situation s'empire, que ce soit pour la femme ou pour la jeune fille. Et parfois on se demande est-ce que même le ministère en charge de la promotion de la femme et de la famille comprend les enjeux sur le terrain aujourd'hui, parce que les femmes, c'est elles qui portent la société, la jeune fille, ce sera la mère de demain, et malheureusement en 2025 les choses sont pires. Est-ce qu'il y a des possibilités de changer, d'inverser les choses, vous qui êtes déjà sur le plan continental? Oui, la possibilité d'exercer, c'est que le ministère en charge devrait d'abord faire le bon boulot, travailler avec des organisations qui sont sur le terrain et qui vont dans des coins assez reculés pour pouvoir travailler, faire une synergie assez forte. Le ministère des Affaires sociales, le ministère des Affaires de la promotion de la femme et de la famille, il y a beaucoup de cas de viol, par exemple, comme moi, mon organisation, il recense et tout, mais nous avons même porté plainte, on arrive en justice, on en perd, parce qu'on n'a pas de soutien des ministères en charge. Pourtant, eux, c'est le ministère des tutelles qui devrait vous dire, ok, on prend le relais, voilà même un numéro vert que vous pouvez utiliser pour faire ci, pour faire cela. Il y a beaucoup de personnes violées dans les familles qu'on n'en parle pas. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Et vous allez échanger avec cette dame-là en off. Chacun est tranquille dans son coin et chacun se dit c'est chaque famille qui sait comment il gère. Mais non, quand l'enfant est déjà né, il n'appartient plus à la famille, il appartient à la société entière. Et on se doit de protéger cet être humain-là. C'est pour ça qu'on parle des droits humains. Alors, c'est juste des choses qui brisent parfois lorsqu'on est en train de faire ce combat, qui prend d'ailleurs beaucoup d'énergie, de savoir que quand vous arrivez même au sommet où les gens qui sont en charge, qui ont accepté de prendre le poste de faire ce qu'ils ont à faire, ne le font pas, vous vous sentez justement brisé. Vous vous dites comment est-ce qu'on fait? Vous êtes parfois obligé de faire recours à l'extérieur pour pouvoir aider, pour qu'on vous soutienne pour le simple cas de la justice, ou bien encore pouvoir donner à manger à une ou deux personnes. C'est compliqué. Quand je vous écoute parler, je comprends pourquoi on vous a remis autant de prix à l'échelle nationale et internationale, le DCU President Award en 2023, le SUENA Award 2020-2022, première place entrepreneur avec empreinte internationale, Boulevard 237, Excellence entrepreneuriale caritative 2023 au Cameroun, premier prix jeune personne du mois Union africaine, CFA ambassadrice New Women Connector en 2024. Aujourd'hui, quels sont vos projets immédiats? Mes projets imminents, c'est déjà davantage contribuer à ce que la femme prenne davantage confiance en elle, que la femme sache qu'elle a beaucoup de valeurs, qu'elle peut être davantage forte et qu'elle n'a pas besoin d'un appui de quelqu'un pour s'affirmer. Alors mon combat, c'est de dire à la femme, il faut te dire qu'est-ce que j'aimerais qu'on retienne de moi quand je ne vais plus être de ce monde. Et quand vous avez déjà le picture de ce que vous voulez devenir demain,
alors en ce moment-là, on peut travailler ensemble. Il y a des projets, par exemple, il y a un projet éminent qui va arriver, Femme 4.0, parce que c'est bien beau de dire qu'il faut que la femme soit autonomisée, il faut que la femme travaille, il faut que la femme soit éduquée, mais après, il faut qu'on la coache aussi de comment est-ce qu'elle peut aller dans la gestion, par exemple, des finances qu'elle peut recevoir, etc. Comment est-ce qu'on monte un projet, comment est-ce qu'on le défend, comment est-ce que lorsqu'on reçoit des fonds, on essaie de mieux gérer pour pouvoir même rembourser ses créances, etc. Il y a des coachings qui sont en manque et je pense qu'il faudrait qu'on donne la possibilité à la femme de pouvoir le faire et d'elle-même parce qu'elle en a les capacités. Il ne faudrait pas qu'on limite la femme du genre parce que tu as accouché, tu vas aller en congé de maternité pour obtenir tel poste. Je demandais à quelqu'un récemment pour dire au Cameroun, je n'ai jamais entendu qu'il y ait une femme qui est gouverneure. Et pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de femmes compétentes? Il y en a. Hein. Voilà. Et on n'a jamais vu une femme gouverneure. Pourtant, ce n'est pas les dames qui manquent, mais on va vous dire il y a des postes dans une société patriarcale, on va vous dire ça à chaque fois. Hein. Voilà. Mais à l'époque, la société était matriarcale et les femmes étaient des guerrières, des prêtresses, tout cela, et ça fonctionnait superbement bien. Et elles travaillaient quoi, en synergie et en complémentarité avec des hommes. Alors si la société est patriarcale aujourd'hui, pourquoi on ne peut pas travailler aussi de la même façon avec les femmes? Bon, c'est pour ça que je dis, il ne faudrait pas que les femmes biaisent le combat du féminisme, c'est parce que les féministes, à la base, voulaient juste qu'on les restitue, c'est qu'elles avaient l'habitude de faire. D'accord, et aujourd'hui, est-ce qu'avec les jeunes filles, c'est parce qu'elles n'ont plus de modèles? Parce que nous, quand on grandissait, on regardait les Anne Marteau-Voto, on regardait les Denise Potter, on regardait les Barbara et tout, on se disait, ok, il faut qu'on travaille pour être comme ces dames-là, et pourquoi pas un peu plus? Aujourd'hui, c'est à peine si un jeune vous dit, mon modèle, c'est tel. Parce que quand vous êtes sur la voie de votre modèle, ça vous impose une certaine discipline, une certaine rigueur, un certain travail. Est-ce qu'il ne faudrait pas travailler sur le mental de la jeune fille pour dire que chacune devrait avoir un modèle, un rôle modèle, pas les influenceurs et tout ce que je vois sur les réseaux sociaux? Merci bien de le mentionner. Malheureusement, aujourd'hui, pour être modèle, il faut être influenceur, il faut avoir une photo dénudée de vous et partout et on vous acclame. Et quand vous venez avec des choses assez sérieuses, on dit, tu penses que tu vas changer le monde, tu ne peux pas changer le monde. Mais en réalité, ça ne peut pas me décourager parce que je dis toujours, chacun devrait faire sa part. C'est que la société le fait, il le fait. Mais essayons toujours de faire notre part autour de nous. Au moins, déjà, dans notre famille, nos amis, etc. Essayons de leur démontrer que nous sommes des modèles en nous comportant nous-mêmes déjà bien à la base pour que le message puisse passer. Je suis allée au lycée de Nkwaba, ça c'est à Bafoussam 3e. J'ai fait une rencontre littéraire là-bas. J'étais agréablement surprise de faire avec des élèves de première et de terminale près de 2h30 d'échanges de littérature où c'était vraiment le combat, la discussion houleuse avec autour du féminisme et d'un humanisme où les enfants posaient des questions et c'était sans tabou. La chose était tellement merveilleuse. J'ai compris que la société n'est pas, tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Alors, il y a encore des personnes qu'on peut récupérer et il ne faut pas qu'on se focalise seulement dans des zones urbaines comme Douala et Yaoundé. Allons dans les zones aussi rurales, il y a des personnes qui ont besoin de nous comme rôle modèle. Il y a des personnes qui vous regardent à la télé, qui ne vous ont jamais vu. De temps en temps, aller là-bas, dire on fait un petit coaching de journalisme pour entretenir ces enfants. Je pense que voilà, au fur et à mesure, si on multiplie ces choses, ça va. Voilà. Alors, on a vraiment un problème criard de rôle modèle. Chez nous au Cameroun en particulier. Et je pense aussi que les autorités, les ministères encore en charge devraient de temps en temps aussi faire ce qu'on appelle le Youth Capacity Building pour pouvoir présenter quand même ces rôles modèles pour pouvoir changer. Même dans les établissements, pourquoi pas. On peut faire en 6 mois peut-être deux descentes avec des rôles modèles. On montre aux jeunes filles qu'écoutez, il n'y a pas d'handicap, vous pouvez croire en vous. Telle personne a fait ci et partie d'ici pour arriver à là, etc. Je pense qu'on pourra finir à avoir un monde même dans 10 ans où on sent que les enfants ont compris. Et vous m'avez vu faire de la littérature avec la maison d'édition. J'ai voulu démontrer par exemple en 2021 qu'on peut être une star aussi en écrivant des livres. Et c'était avec Debout, voilà, etc. C'est là la perspective de faire bouger les choses et c'est dire les influenceurs peuvent aussi être littéraires, des gens qui font des choses assez nobles et qui font ci ou cela. Donc rien n'est perdu, mais c'est un combat quand vous le faites, vous êtes toute seule. Ça prend du temps, alors que si des personnes épousent votre vision, ensemble, vous allez vraiment bouger les lignes. Vos livres sont disponibles où? Et votre maison de production, ça continue d'accompagner les auteurs après le couac, qu'on ne va pas revenir dessus? Ben, on ne va pas s'arrêter parce qu'on a eu un problème. Être un entrepreneur, c'est aussi avoir le goût du risque. Alors, je pense que j'ai le goût du risque depuis que j'ai 19 ans. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que je vais me sentir découragée par un couac.
c'est les aléas de la vie. On avance, mais Kate Publishing existe bel et bien. Et d'ailleurs, c'est Kate Publishing qui a publié mon livre « Mon féminisme est un humanisme ». Il y a beaucoup d'autres livres, d'autres auteurs qui sont en chemin. Alors, on est basé à Dublin, en Irlande, et au Cameroun, à Yaoundé. En Vogue, à Takarambala, immeuble Congède Camp, porte 36. C'est là-bas les bureaux de MEMA Group qui regroupe également Kate Publishing, Cadet Foundation, Kate Agency. Donc c'est un peu cela. J'invite beaucoup les femmes à lire parce que mon féminisme est un humanisme. C'est un sujet d'actualité et ça fait tellement mal de se lever tout le matin et de voir des femmes qui perdent leur vie à cause des violences de tout genre. Des femmes qui subissent des choses, mais c'est vrai aussi que les hommes vont dire que non, on subit aussi, parce qu'on a vu une femme qui a asséné un gourdin à son homme le 8 mars et puis il est décédé immédiatement. Il y a aussi des violences faites aux femmes par les femmes qui restent tabou. Tout à fait, justement, parce que premier ennemi de la femme, c'est la femme, surtout en entreprise. Il y a de la sororité, mais elle est encore minable, minime même, si je dois le dire. Donc il faut qu'on en parle. Si on veut un monde juste et équilibré, il faut qu'on mette appeler aussi les femmes à travailler ensemble, parce que le problème aujourd'hui dans ces combats qu'on mène, c'est que les femmes ne se soutiennent pas. Les femmes ne s'accompagnent pas. Les femmes, c'est la jalousie entre elles, c'est l'aigreur, c'est l'hypocrisie, c'est tellement de choses. Pourtant, si on faisait un peu comme les hommes. En fait, les femmes sont dans ce sens-là parce que les hommes aussi les manipulent. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui vont venir vous manipuler entre vous pour créer cette zizanie-là. Parce que déjà, vous n'avez pas... Non, parce que vous n'avez pas déjà davantage confiance en vous. Du moment où vous avez confiance en vous, personne ne viendra vous manipuler. Quand vous avez confiance en vous, vous savez ce que vous valez. Vous savez reconnaître chez l'autre également ce qu'elle vaut. Et puis, vous pouvez avancer. Quel est votre souhait pour terminer, Karine Mambou? Mon souhait pour terminer, c'est que le Cameroun puisse ratifier pour le lancement officiel de la campagne Africa Educatera, qui a été initiée par l'Union africaine CFA. Je rappelle que le CFA, c'est le Centre international pour les filles et les femmes en Afrique, dont je suis l'ambassadrice d'ailleurs depuis 2020, pour la campagne là précisément. Alors en tant qu'ambassadrice en Afrique francophone, si mon pays ne lance pas officiellement la campagne, on comprend qu'on travaille pour les autres et pour nous-mêmes, on ne travaille pas. Alors c'est ça mon souhait, mon vœu le plus cher. D'ailleurs je l'avais dit à la ministre de la promotion de la femme et de la famille à Addis Ababa récemment, pendant le congrès, que c'était mon vœu le plus cher pour célébrer mon anniversaire cette année. J'espère que le ministère de l'Éducation en charge, parce que c'est le département nécessaire pour lancer la campagne, avec le soutien justement du ministère des Affaires sociales, le ministère de la Santé, le ministère de la promotion de la femme et de la famille, qu'on puisse lancer cette campagne-là. Et je serais heureuse de venir s'ils ont besoin de moi pour porter cela. Bien sûr, on a besoin de toi. Vous êtes une tête bien pleine et bien faite et une image de marque du Cameroun à l'échelle internationale. On ne peut qu'en être fier. On va vous dire beaucoup de courage. C'est notre combat à nous toutes, parce que nous-mêmes en tant que femmes journalistes, c'est pas évident. C'est un combat qu'on doit mener ensemble. Karine Mambou, auteure, journaliste, entrepreneur, militante très engagée pour les droits des femmes et de l'éducation de la fille, ambassadrice de l'Union africaine CFA, et donc pour l'éducation des filles en Afrique francophone. On vous dit merci d'être venue à l'invité de la semaine chez Canada International. Merci infiniment, Lé, je me sens honorée et je te dis encore merci du soutien parce que tu as participé également à la campagne du 16 jours d'activisme sur les réseaux sociaux pour toujours faire passer le message. Et voilà, ça me touche énormément. Je comprends que le combat qu'on mène, si on a des journalistes comme vous et comme Christian Tchapmi, à qui je n'oublie pas. Voilà. C'est lui qui réalise d'ailleurs les affiches de cette émission. Voilà, donc on comprend qu'on est sur la bonne voie, quoi. On va vous dire merci infiniment et du courage pour le combat que vous menez. Mesdames, Messieurs, ça a été un plaisir d'être des vôtres aujourd'hui, mais on vous conseille donc pour le livre du week-end à lire, Mon féminisme est un humanisme de Karine Mambou. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre invité et une autre thématique. Bonsoir.